Votre invité aujourd'hui, premier invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Pierre Moscovici. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, commissaire européen aux affaires économiques et financières. Vous avez suivi, j'imagine, le dossier. Américains et Chinois se sont quittés vendredi sans accord commercial. Ce n'était pas une surprise. Les négociations, on a compris, vont se poursuivre. Mais résultat, qu'est-ce qui se passe? Depuis vendredi, on a 200 milliards de dollars de produits, de marchandises chinoises qui seront surtaxés à 25%. Une procédure est ouverte aujourd'hui pour lancer par l'administration américaine, 300 milliards de dollars, enfin sur 300 milliards de dollars, de nouvelles taxations. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, cette guerre commerciale entre Américains et Chinois, elle a franchi un nouveau cap, une nouvelle étape. Je pense qu'il faut garder la tête froide, car c'est aussi une technique de négociation qu'aime bien le président Trump. Mais on dit ça à chaque fois. Mais attendez, que de faire monter la pression. Et donc je pense que je sais où je suis, on ne va pas non plus essayer de jeter je ne sais quelle panique. La négociation continue, le fil de la négociation continue. Il y aura des rencontres nouvelles. Il y aura peut-être une rencontre entre Trump et Xi Jinping au sommet du G20 à Osaka. Donc je pense qu'il faut à la fois être préoccupé, car il y a motif. Le protectionnisme, c'est une très mauvaise solution. Comme disait Donald Trump, il disait c'est une des guerres faciles à gagner. Non, ce sont des guerres impossibles à gagner, qui sont nuisibles pour tout le monde. Le multilatéralisme est toujours la solution, le protectionnisme jamais. Ce qui est certain aussi, c'est que ces menaces protectionnistes et ces réalités d'ailleurs protectionnistes ont commencé déjà à peser sur le commerce mondial et à peser aussi, à impacter la croissance européenne. Donc ça, ce sont des faits. Le protectionnisme, c'est mauvais et la croissance en est déjà affectée. Pas aux États-Unis, il nous dit Trump, je suis en position de force. Regardez les performances de l'économie américaine, vous avez vu 3% de croissance au premier trimestre, taux de chômage inférieur à 4%, plus bas depuis 1969. Je refuse de me laisser aller à je ne sais quelle intimidation d'un côté et à je ne sais quelle panique de l'autre. Car c'est peut-être précisément ce que certains acteurs attendent là. Donc je pense qu'il faut continuer à plaider inlassablement pour que le protectionnisme soit battu en brèche, inlassablement pour le multilatéralisme, appeler à la raison, car cette guerre-là est tout à fait dangereuse, et en même temps aussi se préparer, bien sûr, parce qu'il est possible que cette escalade arrive. Et ça va les l'escalade, pardon, on y est, il y a bien escalade tarifaire. Attendez, c'est une réalité. Mais 200 milliards vendredi, c'est pas rien. Ne faisons pas non plus, ne cédons pas à cette affaire très spectaculaire. Le président Trump apprécie encore une fois ce genre de comportement. Nous verrons ce qui se passe. Il faut garder son sang-froid dans cette affaire, car encore une fois, les négociations n'est pas rompues. Oui. Monsieur Liu He, qu'on voyait sur ces images, est toujours le négociateur, mais c'est l'interlocuteur de l'autre. Et il y aura encore des discussions entre Américains et Chinois. Donc gardons notre sang-froid, tout en étant aussi, bien sûr, préoccupés par cette situation qui est néfaste, négative. Ouais. Donc ce qui nous rassure, ce qui rassure tout le monde, c'est effectivement que les négociations ne sont pas rompues. Il y aura d'autres rounds de discussion. Et puis, vous avez remarqué, Pierre Moscovici, Pékin n'a pas mis en œuvre de mesures de représailles, de riposte pour l'instant. Ça dénote? Ça dénote une volonté de conclure, bien sûr. Mais pas forcément. Non, parce que tout le monde n'est pas obligé d'être dans cette logique très mâle, violente, agressive. Et donc, je pense que les Chinois ont d'autres techniques, peut-être. Ouais. Lesquelles, par exemple? Ils en ont d'autres. Qui souffre davantage de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine? Parce que l'économie chinoise semble quand même plus vulnérable aux surtaxes de la guerre. La vérité, c'est que ce sont nous, les Européens, qui souffrons le plus. Pourquoi? C'est terrible, c'est terrible. Parce que nous avons les économies, nous sommes l'économie la plus extravertie du monde. Nous sommes l'économie la plus exportatrice du monde. Nous sommes l'économie qui a les surplus les plus importants du monde. Et à partir du moment où le commerce international est affecté, alors les pays européens, et notamment les pays les plus exportateurs, les plus industriels, l'Allemagne et l'Italie, sont les plus touchés, et ça se traduit immédiatement dans les perspectives de croissance que j'ai données la semaine dernière. On va en parler juste après. Donc le grand perdant dans ce bras de fer commercial sino-américain, c'est l'Europe, parce qu'elle est ouverte. Et disons que nous avons souffert le plus de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Nous sommes vulnérables à cela, ce qui veut dire aussi que nous devons déjà réfléchir à la manière de réagir s'il s'avérait que cette tension se transforme en véritable guerre commerciale. Si c'était le cas, alors à ce moment-là, il faudrait que les Européens réfléchissent à la façon de muscler, de doper, de renforcer leur propre croissance, d'adopter une attitude plus coopérative. Autrement dit, moi, aujourd'hui, ce que je vois,
c'est que la croissance a ralenti, mais qu'elle reste solide. Ce que je vois, c'est que nos fondamentaux restent également positifs dans l'économie européenne, qu'on devrait connaître après une fin 2018 extrêmement médiocre et un début 2019 un peu poussif, une reprise modérée au deuxième semestre 2019 et en 2020. Je vois tout ça, mais je me dis aussi que s'il advenait qu'on ait une situation plus préjudiciable que celle-ci, si une menace de récession arrivait, s'il se mettait à faire plus froid, pardonnez-moi la métaphore, il faudrait encore très froid, il faudrait monter le chauffage. Et monter le chauffage, ça veut dire des choses assez précises, s'agissant des économies qui ont des surplus, l'Allemagne, vous avez demandé à l'Allemagne de faire un effort. Et de l'autre côté, l'Italie et la France, plus l'Italie que la France, mais quand même, qui ont des dettes publiques et des déficits publics élevés. On y revient juste sur la croissance européenne, mais juste pour clore ce dossier de la guerre commerciale, la prochaine étape, c'est quoi? Enfin, imaginons, 100% des importations chinoises, on y va tout droit, sauf si un accord sont frappés de surtaxes douanières, surtaxes punitives. Ça serait vraiment une catastrophe pour les Américains, notamment. Parce que jusqu'à présent, vous avez dit, ils ne consommeront plus, les Américains, ils continuent de consommer. Après, c'est vrai que jusqu'à présent, les biens de consommation n'étaient pas frappés. Les ordinateurs, les téléphones, les consoles de jeux, c'est vrai ça. Vous savez, moi j'ai pris une saine résolution depuis que je suis commissaire européen, ça va faire 5 ans. C'est de ne pas être le what if guy, le gars qui dit qu'est-ce qui se passe si. Je pense qu'il faut à chaque fois garder son sang-froid. Nous sommes là pour ça. Les décideurs politiques sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour commenter qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel scénario. On est là pour les prévoir, ces scénarios. Et croyez-le, on y réfléchit. On n'est pas là, encore une fois, pour alimenter la chronique d'une guerre commerciale qu'il faut éviter. Ouais, qu'il faut éviter. On clôt le sujet dans le fond, au-delà, encore une fois, de la forme, cette façon d'être mal et de tweeter dans tous les sens et de mettre des barrières tarifaires. Est-ce que le président américain, dans le fond, il n'a pas raison d'être ferme et de vouloir que la Chine mette un terme au vol de la propriété intellectuelle, au transfert forcé de technologie, au marché chinois qui n'est pas ouvert, aux entreprises qui sont soutenues par l'État? Dans le fond, ce n'est pas légitime tout ça. Comme commissaire européen, je représente l'Union européenne au G20 ou au G7 des ministres des Finances. Et ce que je sais, c'est qu'il y a un problème chinois. Il y a des problèmes de surcapacité, il y a des problèmes de propriété, il y a des problèmes d'agressivité. Tout cela existe. Et personne ne peut le nier. Et de ce point de vue-là, il nous arrive assez souvent, je voyais aussi M. Mnuchin qui est là, qui est mon homologue secrétaire d'État au Trésor, d'être d'accord avec nos amis américains. D'accord sur le fond, c'est-à-dire sur le fait que les Chinois doivent bouger sur toute une série de sujets, mais pas d'accord sur la méthode. La guerre commerciale est une guerre préjudiciable à tous les acteurs. Elle percute la croissance mondiale, elle la fragilise, elle inquiète. Et elle touche aussi des tierces parties, comme l'Union européenne, qui, somme toute, n'est pas partie prenante de cette guerre, mais qui, parce qu'elle est une économie très exportatrice, est impactée indirectement dans sa croissance et aussi, derrière ça, dans la création d'emplois, etc. Oui, mais la politique, c'est un rapport de force aussi. Ce qui fait bouger les Chinois, c'est aussi ces menaces tarifaires qui sont maintenant réelles et qui montent en puissance. La politique est un rapport de force, mais n'est pas qu'un rapport de force brutal. Et je continue de penser qu'encore une fois, les enceintes multilatérales, je pense précisément au G20, je pense à l'OMC, je pense au G8. Ces enceintes sont faites précisément pour garder le canal de négociations qui sont absolument indispensables. C'est toujours par la coopération qu'on s'en sort, jamais par la confrontation ou par la force pure. Jamais. Et dans l'histoire, nous avons connu cela. Chaque fois qu'il y a eu des épisodes protectionnistes, ils se déroulent au détriment de toutes les parties, à commencer par de ceux qui les ont provoqués. À vous écouter, on finit là-dessus, après on passe à autre chose. Tout ça va bien se terminer, c'est-à-dire qu'il y aura fini un accord parce que tout le monde a trop à perdre. Non, je ne sais pas. Nous avons affaire à un président qui est tellement particulier, avec une rationalité tellement différente de tout ce que nous avons connu, que je ne peux pas le promettre. Mais ce que je me dis, c'est que quand je regarde les intérêts de tous, les intérêts américains, les intérêts chinois, les intérêts européens, les intérêts de la planète. La croissance américaine se porte bien, le taux de chômage est au plus bas. Mais jusqu'au jour où elle se porte moins bien. Et chacun sait, parce que vous savez, la croissance américaine, elle se porte extrêmement bien, mais on sait aussi que la croissance va ralentir. On dit ça depuis 2 ans. Non, mais ça c'est une certitude. Plus on avance, effectivement. C'est prévu, y compris par la Fed. Je voyais M. Powell il y a peu de semaines à Washington lors des assemblées du Fonds monétaire international. Elle va ralentir. La question, c'est jusqu'où? Parce que ça peut être 2, quelque chose, ça peut être 1, quelque chose. C'est plus la même chose. Et c'est pas exactement la même histoire. Ouais. Et donc, encore une fois, il ne faut pas penser que nous sommes dans un cycle éternel, d'autant qu'il y a aussi un cycle politique aux États-Unis, ça ne vous aura pas échappé, qui est qu'il y a des élections en 2020. Il a besoin d'un accord, le président Trump? En tout cas, il a besoin d'une croissance forte. Ouais. Et donc, si vous voulez, tout ça fait que, bien sûr, il y a les éléments d'irrationalité, il y a les éléments de force, mais aussi des éléments de rationalité qui laissent à penser qu'à un moment donné,
on doit pouvoir revenir sur la voie d'accord. Je le souhaite. Ouais. Dans ce contexte, justement, la Commission européenne vient de revoir à la baisse, légèrement à la baisse, ses prévisions de croissance pour la zone euro, 1,2% pour cette année. Bizarrement, parce que le premier trimestre est bon, enfin meilleur qu'attendu. En zone euro, premier trimestre à plus 0,4%, au-delà des attentes. Là, on se dit, mais pourquoi cet excès de pessimisme alors que le premier trimestre démarre bien pour la zone euro? C'est plus 0,3. Non, ça démarre mieux que si c'était pire, pardonnez-moi cette formule. Et on part aussi d'une année 2018 qui avait été bonne, avec un dernier trimestre qui était très faible. Nous avons vraiment pris en compte tous les facteurs. Et ce que nous pensons, c'est qu'on devrait avoir 1,2% dans la zone euro. Certains prévisionnistes privés, ceux qui intégraient une croissance plus faible au premier trimestre, pensaient en réalité qu'on serait à 1%. Nous maintenons 1,2%. Nous pensons que nous devons remonter à quelque 1,5 l'an prochain. C'est 1,4 et 1,7 pour l'Union européenne dans son ensemble. Qu'est-ce que ça dit? C'est l'Allemagne qui freine. Ça dit aujourd'hui que la croissance effective de l'Union européenne rejoint sa croissance potentielle, qui est trop faible en vérité. Ça dit que nous sommes dans une décélération modérée, mais avec des fondamentaux qui restent solides. Ça dit aussi qu'on devrait avoir un rebond au deuxième semestre 2019, poursuivi en 2020, même si un rebond essentiellement technique. En 2020, il y a plus de jours ouvrés qu'en 2019, et ça se manifeste aussi par de la croissance. Mais il y a des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est notamment que le marché du travail, le marché de l'emploi reste extrêmement positif. On n'a jamais eu autant de personnes avec un emploi dans l'Union européenne. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que dans l'ensemble de la zone euro, les déficits continuent de baisser et les dettes publiques de diminuer, même si ce n'est pas le cas partout. Il faut suivre l'Italie et il faut que la France soit aussi attentive à sa propre dette publique. Et voilà ce que j'en conclus. Et j'en conclus à partir de ce moment-là que c'est vrai, il y a deux pays qui sont un peu à l'arrêt, mais qui devraient reprendre. L'Allemagne d'un côté, comme 0,5% de croissance. Contre 1,1% lors des dernières prévisions. Voilà. L'Italie, 0,1%. C'était 1% en décembre. Et quand vous avez quand même, il y a trois grandes économies dans l'Union, dans la zone euro, la France, l'Allemagne et l'Italie, quand vous avez deux des moteurs qui sont à l'arrêt, ça se voit sur l'ensemble. Mais nous avons quelque chose comme 1,5% pour l'Allemagne en 2020, cette fois-ci. Nous avons 0,7% pour l'Italie en 2020, ce qui reste trop faible. Mais ça devrait donc expliquer cette remontée partielle de la croissance en 2020. Mais Pierre Moscovici, avec une croissance italienne quasi étale, justement plus 0,1% sur 2019, et un déficit que vous attendez à 3,5% pour 2020, là on se dit, est-ce que ça augure pas d'un nouveau bras de fer avec l'exécutif italien? Et d'où la question, mais vous l'attendez, est-ce que vous lancerez ou pas en juin une procédure pour déficit excessif contre l'Italie? Alors, le semestre européen est bien fait. Le semestre européen, c'est cette procédure qui commence en octobre et qui est finie en juin. Et c'est en juin que nous allons décider. Nous déciderons de cela, ou plutôt nous reparlerons de tout cela le lendemain des élections européennes pour une décision qui devrait être prise début juin. Le dialogue avec non, parce qu'il se trouve que le semestre européen est comme ça. Ça tombe bien, je l'avoue. Oui. Mais nous avons commencé déjà. Vous inclinez plutôt? Nous avons commencé le dialogue avec les autorités italiennes. C'est très simple pour ce qui me concerne. Depuis que je suis commissaire, on n'a sanctionné personne. Personne. Et je suis très heureux qu'on ait sanctionné personne parce que je suis contre l'austérité aveugle et je suis pour la flexibilité en matière de politique budgétaire. Mais flexibilité est une chose, laxisme en est une autre. Et si on est complètement en dehors des clous, si on n'est pas borderline, mais si on a une balle qui part dans les bâches, comme on dit au tennis, et pas une balle qui touche la ligne, à ce moment-là, nous devons agir. Et ce dont je parle avec mes amis italiens, on voit que Roland Garros arrive bientôt. C'est de dire qu'il est important que la balle se rapproche de la ligne. Ouais. Mais justement, c'est important ça. Et ça, nous en parlerons encore une fois au lendemain des élections. Nous ne sommes pas là. Les prévisions. La balle, elle est comment quand elle arrive sur le filet là pour l'Italie? De quel côté elle tombe les procédures pour déficit excessif ou pas? Les prévisions à 3,5% et une dette publique qui remonte largement au-dessus de 130%. Ça sort des clous, ça, pardon. Hein. C'est un vrai sujet. Et donc, c'est pas temporaire et exceptionnel, ça. C'est selon les termes que vous avez employés. Hein. C'est ce que j'ai employé pour la France, qui est à 3,1% en 2019, mais qui devrait être à 2,2%. Hors mesure, grand débat. Oui. Ah bah oui, alors justement, on en parle dans 2 secondes, c'est hyper important ça. Mais les cas sont très différents. Et le cas français est un cas qui n'est pas dérogatoire à nos règles, qui est dans le cas des règles, même s'il faut, encore une fois, maîtriser la dette, mais le cas italien, lui, il n'est pas dans les règles à ce stade. Et donc il va falloir, encore une fois, que la balle se rapproche de la ligne. J'utiliserai cette métaphore et nous allons en parler, avec... et les résultats aux élections européennes
sur la décision de la Commission de lancer ou pas une procédure pour déficit excessif contre l'Italie? Non. Mais ce qui peut influer dans le résultat des élections italiennes, c'est le résultat des élections italiennes sur la politique italienne. Ça s'appelle la démocratie. 1,3% de croissance pour la France cette année, c'est ce que vous prévoyez, mais si j'ai bien compris, ça ne prend pas en compte toutes les mesures post-grand débat, notamment celle de fin avril. Donc on pourrait peut-être avoir plus de croissance? Non, sur la croissance, nous avons 1,3. D'ailleurs, les mesures de fin avril sont des mesures qui sont essentiellement des mesures 2020. Je parle en termes budgétaires. Baisse de l'impôt, baisse d'impôt sur le revenu. C'est donc par définition dans le cadre du prochain PLF. On devrait avoir 1,3%, ce qui n'est pas une mauvaise performance, car c'est le niveau moyen de la zone euro et un petit peu plus. C'est bien meilleur que l'Allemagne, c'est bien meilleur que l'Italie. Pourquoi ? Il y a un facteur positif et un facteur négatif. Le facteur positif, c'est que la consommation intérieure est soutenue. Le facteur moins positif, c'est que comme nous sommes moins vulnérables aux échanges extérieurs et moins exportateurs, nous avons été moins percutés par les tensions commerciales. Et les mesures qui ont été décidées cette fois-ci en décembre ont cet impact de soutien à la croissance. Ce que nous n'avons pas inclus dans nos prévisions, c'est l'impact des mesures sur le déficit justement. 2020. Donc, je rappelle les chiffres. Nous avons 3,1% pour 2019. C'est ce que dit le gouvernement. C'est ce que dit le gouvernement et nous sommes d'accord avec ce chiffre. Donc, mais ça, c'était avant. Non, je parle de 2019. 2019, 3,1% est un chiffre qui me paraît réaliste. C'est au-dessus de 3%, mais c'est en effet exceptionnel et temporaire, donc ça ne justifie aucune. Et ça prend en compte toutes les mesures annoncées. Absolument. Après, vous avez 2020. Sur 2020, logiquement, compte tenu de la croissance constatée et d'autres types de mesures, on passerait de 3,1 à 2,2 parce que l'impact du CICE est 0,9 points de PIB. C'est sur un an uniquement. Un one-off, comme on dit. Un one-off. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous n'avons pas estimé que le 3% était... C'est pas un vrai 3%. C'est un vrai 3%, mais qui n'a pas un impact durable. Et ces 2,2 ne prennent pas en compte les mesures annoncées lors du grand débat pour leur impact 2020. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous les connaissons pas exactement, nous ne connaissons pas leurs coûts, et nous ne savons pas non plus dans quelle mesure elles seront gagées par des économies ou par la révision de niches fiscales. Et donc je suis aujourd'hui incapable de dire mais si c'est 0,2... Bercy a dit c'est 17 milliards d'euros, connaissez bien Bercy. 17 milliards, c'est 10 plus 7. 10 plus 7, 17 milliards d'euros sur les annonces présidentielles entre décembre et celle de fin avril. Oui, mais celles de 10 milliards sont déjà stockées, ils sont comptabilisés. Les 7 milliards sont encore hypothétiques. Comprenez que la Commission européenne n'agit pas sur telle ou telle déclaration de ministre, mais elle attend des notifications, elle attend des chiffres. Et les 7 milliards, je l'observe, sont 7 milliards bruts, pas 7 milliards nets, parce qu'il est dit par ailleurs qu'il y aura une partie de ces 7 milliards qui sera financée par des économies de dépenses publiques ou encore par la révision de niches fiscales. L'essentiel... Le gouvernement est quand même flou sur le financement de ces mesures. Mais il va les préciser. J'attendais qu'il les précise. J'attends qu'il les précise pour pouvoir les comptabiliser, mais il est évident qu'il va le faire. Il va le faire comment ? Il va le faire dans le cadre du PLF 2020. Et nous aurons, pour le prochain semestre 2020, semestre européen, une discussion, ce sera la dernière pour la Commission européenne actuelle, avec le gouvernement français sur l'avant-projet de budget 2020. Et c'est à ce moment-là que nous saurons si c'est 2,2 ou nous verrons bien. Parce qu'il y a ce débat en France pour dire que ces 17 milliards d'euros, c'est le bas de fourchette, comme on dit, et qu'en fait, c'était plus, peut-être 20, 25 milliards d'euros, c'est ce que disent certains dans l'opposition. Vous craignez-vous que la facture, au final, soit plus lourde que prévu ? La Commission, en tout cas, travaille toujours sur des faits et sur des chiffres. Voilà. Donc je n'ai pas à les commenter davantage. Ils me paraissent, à ce stade, assez réalistes. Et pas négligeables, franchement. Ouais. Ça, c'est clair. Le président américain finit là-dessus, Pierre Moscovici, qui a laissé entendre que cet objectif de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici à la fin de son mandat était abandonné. C'est une erreur, il a raison, il n'avait pas le choix. Écoutez, là je reste ce que je suis. Je suis commissaire européen et je suis social-démocrate. Et je n'ai jamais, je le redis, considéré que l'austérité était la voie. Et je n'ai jamais suggéré qu'on supprime tel ou tel nombre de fonctionnaires. Une promesse de campagne. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai toujours cru à la chose suivante. Nous avons en Europe, j'aurais aimé aussi dire que j'aimerais que la campagne soit une campagne plus enthousiasmante, plus enthousiaste, qu'on dise plus que l'Europe est belle. Nous avons une communauté d'objectifs. Et nous avons des règles que nous partageons. Ça, c'est très bien. Et ces règles supposent qu'on réduise les déficits et la dette. C'est bon. Réduire la dette, c'est bon pour l'économie et c'est bon pour les services publics. Tout euro consacré au remboursement de la dette est un euro perdu pour l'éducation, pour la justice. J'en suis intimement persuadé. J'allais dire, réduire la dette, c'est de gauche, pardonnez-moi. Mais cette communauté d'objectifs laisse quand même une liberté de moyens aux États. Ce n'est pas à moi
de dire vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez faire ceci sur les retraites, vous devez faire ceci sur les fonctionnaires. Ce que j'examine comme commissaire européen, c'est le solde, c'est la balance de tout ça. Et ce qui compte pour moi, c'est que le chemin du désendettement soit conservé. Ouais, avec des ambitions qui étaient revues à la baisse de la part de ce gouvernement qui nous disait équilibre des finances publiques. Aujourd'hui, on est à un point de PIB. Il faut prendre en compte aussi la situation politique. Ce n'est pas la Commission qui a exigé tel ou tel nombre de suppressions de fonctionnaires. Ce n'est pas la Commission qui demande telle ou telle réforme. Chaque État membre choisit démocratiquement ses propres réformes, son propre chemin, selon qu'il est de gauche, de droite, du centre ou ailleurs. Nous, dans le semestre européen, nous constatons au final le respect des règles ou non. Voilà quelle est ma mission, ni plus ni moins. La France qui a du mal à respecter ses règles en matière de déficit budgétaire. Ce que je constate, c'est quand même pas sur longue période le meilleur élève. Ce que je constate, pardonnez-moi, c'est qu'aujourd'hui, la France est le seul pays au-dessus de 3%. Ça ne devrait pas être le cas en 2020. Que la France a une dette publique qui est à 100%. Moyenne de la zone euro, c'est quoi? C'est 84. Ouais. Rien de tout ça n'est dérogatoire aux règles, mais à la fin, la dette se venge. Si on a trop de dettes, on finit par la payer, par la rembourser. Voilà pourquoi j'incite quand même à la réduire. Mais les taux sont bas, heureusement. Merci la BCE. Oui, merci la BCE, merci Mario Draghi. Et j'ajoute que la politique monétaire devrait rester accommodante et que la politique budgétaire devrait être un peu plus accommodante dans les 2 années qui viennent. On va voir le mix, le policy mix. Le policy mix est un petit peu plus expansif. Et je m'en plains pas. Allez, merci d'avoir été avec nous, Pierre Moscovici, donc commissaire européen aux affaires économiques et financières, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.